Pratiquement un siècle après le naufrage du Titanic, un autre paquebot de luxe va être à nouveau au cœur d'une catastrophe. J'ai cru que j'allais mourir, je me suis dit, Joe, tu vas pas t'en sortir. En regardant derrière nous, on a vu le bateau couler. Les gens téléphonaient chez eux pour dire à leurs proches qu'ils les aimaient, au cas où ils ne les verraient plus jamais. Avec les témoignages d'experts, de survivants et les images qu'ils ont tournées avec leur caméra ou leur téléphone pendant le drame, voici minute par minute ce qui s'est vraiment passé sur le Costa Concordia. Tout le monde disait « Mon Dieu, que se passe-t-il » Je n'avais aucune idée de ce qui arrivait. Des mamans jetaient leur bébé dans les bras de mon petit ami. À un moment donné, il avait 3 bébés dans ses bras, il ne savait pas où les mettre. C'était exactement comme dans le film Titanic. C'était tout à fait ce qu'on a vu dans le film. Ce document révèle les erreurs qui ont été commises, les raisons qui ont permis à une telle tragédie d'être encore possible au XXIe siècle. Il est 20h40, le vendredi 13 janvier. Le paquebot transporte 4252 passagers, dont 8 Belges. Derek et Viv Ebbage sont des enseignants à la retraite. Ils sont très heureux de dîner ce soir-là au restaurant Rome, sur le pont 4. C'était splendide, ravissant, l'architecture et les décors étaient vraiment fantastiques. Chaque endroit était aménagé différemment. Et l'atrium faisait 8 ou 9 étages. Tout était très luxueux. Le Costa Concordia est un des plus grands bateaux de croisière en Europe. Il compte 1500 cabines, 4 piscines, 5 restaurants, 13 bars, un casino et un centre thermal parmi les plus luxueux au monde. Un groupe de jeunes danseurs anime des spectacles pour les passagers. Parmi eux, Kirsty Cheslin-Nuttall. Elle a 20 ans. Elle participe à ce spectacle en mer depuis 4 mois. Nous avions 2 spectacles, le temps et la fête, et on les jouait 2 fois par soirée. Les cabines des danseurs sont situées les unes à côté des autres sur le pont inférieur. Depuis 4 mois, ce bateau est devenu leur maison. Notre cabine était équipée de couchettes. Tout le couloir était occupé par des danseurs et des techniciens. Tout le monde travaillait ensemble, vivait ensemble. Un de ses collègues danseurs, Joe Stribley, a dû mettre ses angoisses de côté pour réaliser son rêve de travailler sur un bateau. Je suis mort de peur dans l'eau. Dès que je n'ai plus pied, je dois tout de suite ressortir. À vrai dire, ma plus grande angoisse a toujours été d'être plongé dans la mer et de me noyer. Le navire est parti de Civitavecchia, près de Rome, pour une croisière de 7 jours en Méditerranée. L'équipage de ce paquebot de luxe, haut de 13 étages, navigue sous les ordres du capitaine Francesco Schettino. À 51 ans, Schettino est un des plus jeunes capitaines naviguant pour les croisières Costa. On rencontrait parfois le capitaine, et quand on se croisait, il nous disait toujours bonjour. J'ai vu le capitaine dès que je suis montée à bord. Il était très avenant, sympathique. Certains membres du groupe étaient très proches du capitaine. Il nous offrait à boire et il avait aussi proposé aux filles de porter des robes pour une nuit de gala, parce qu'un de ses amis était styliste. Il est 21h, le capitaine se mêle aux passagers. Nous étions en train de dîner quand j'ai dit « Oh, regarde, le capitaine vient d'arriver ». Et il s'est assis avec une dame, à ma droite. Et quand on a quitté le restaurant, vers 21h, il était toujours là.
Les règlements internationaux imposent que les passagers participent à un exercice de sécurité dans les 24 heures qui suivent leur embarquement. Cet exercice est destiné à bien repérer le lieu où les passagers doivent se rassembler en cas d'urgence, là où se trouvent les canaux qui leur sont destinés. Sur le Concordia, les canaux se trouvent des deux côtés du pont 4, sur toute la longueur. On prenait part à un exercice de sécurité toutes les 2 semaines pour nous entraîner à rejoindre le lieu de rassemblement et aussi à faire l'appel. Tout se passait bien pendant les exercices, mais en cas de véritable urgence, je ne sais pas comment nous aurions réagi. Le prochain exercice est prévu pour le lendemain. Cela signifie donc que toutes les personnes embarquées au port précédent n'ont pas appris ce qu'elles doivent faire en cas d'urgence. Il est 21h40. Après avoir dîné, le capitaine est présent sur le pont. Le navire suit un cap nord-ouest entre l'Italie et l'île de Giglio, à une petite vingtaine de kilomètres au large. Sa route prévue devrait le faire passer au milieu d'un chenal entre l'île et la terre ferme, là où l'eau est la plus profonde. Mais en s'approchant de Giglio, le navire change de cap pour se diriger vers l'île et y faire un salut d'honneur. Ce détour va coûter la vie à 17 personnes au moins. À bâbord, le navire heurte un rocher qui affleure. Le capitaine affirmera que ce rocher ne se trouvait pas sur sa carte. On se reposait. J'étais couché sur le ventre et brusquement ça fait comme ça. Là je me suis vraiment agrippé, j'ai entendu tomber les verres et les bouteilles qui se trouvaient autour de moi. Toutes les portes se sont ouvertes. On s'est demandé ce qui se passait. On a entendu comme une détonation, un bang, suivi d'un grincement. Le bateau s'est mis à vibrer. Ma chaise a glissé sur plus d'1 mètre, alors que Viv et le passager à côté d'elle s'agrippaient à la table. Immédiatement après le choc, un des passagers qui se trouve dans le restaurant commence à filmer le chaos. On s'est regardés, mon ami et moi, et on s'est dit « Oh là là, ça n'a pas l'air bon ». Et on voyait tous les serveurs courir après leur chariot en train de se renverser. J'ai attrapé la main courante et je me suis dit qu'il se passait quelque chose de grave. Et puis j'ai été tellement secoué que j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé. Je paniquais, je me demandais ce qui se passait. Cet instant est le cauchemar de tout capitaine. C'est le moment où on ressent une terrible angoisse. On sait que quelque chose d'abominable vient de se passer et qu'il faut tout faire pour reprendre les choses en main. À bord, chacun réagit différemment. La survie des passagers dépendra surtout de l'endroit où ils se trouvent. Kirsty, la danseuse, se trouve sur le pont 3. Tout d'abord, on a été secoués, ce qui arrive parfois quand la mer est agitée. Mais cette fois, le bateau est resté penché du même côté. Et on avait entendu un bruit sourd, ça avait fait douf, douf. On s'est tous regardés et on s'est dit que ça avait l'air étrange. On avait reçu l'instruction de ne pas bouger sans l'ordre du capitaine. Joe Stribley sent que quelque chose de très grave est en train de se passer. J'ai appelé ma mère, je hurlais dans le téléphone en regardant autour de moi. J'ai dit « Maman, ça ne va pas !» Je paniquais, je criais, je jurais dans le téléphone. Je disais « Maman, je suis en pleine mer !» Elle me disait de me calmer. Derek et Viv, le couple de vacanciers, est resté dans le restaurant.
On était là, assis, en train d'attendre. Dans l'incertitude totale. On attendait que quelque chose se passe. On ne nous a pas dit de mettre nos gilets de sauvetage et nous sommes restés calmement assis sur le canapé avec nos 2 amis américains. 10 minutes se sont écoulées depuis le choc et tout s'éteint. Un passager a filmé cet instant avec son téléphone portable. To inform you that due to an electrical fault, which is currently under control, we're currently in a blackout. Our technicians are working to resolve the situation and we'll inform you of developments as they occur. Thank you for your attention. On nous disait que tout allait bien se passer, donc. Mes amis avaient leur ordinateur portable, alors on s'est assis dans le couloir pour regarder des films en attendant le moment où ils nous diraient que nous pouvions retourner dans nos cabines. On était donc totalement ignorants de ce qui allait se passer. 15 minutes après l'impact. Le capitaine Schettino emploie sa radio pour prévenir sa compagnie qu'il y a un problème. Le navire continue à avancer alors que l'équipage tente d'évaluer les dégâts. Les rochers ont ouvert une entaille gigantesque de 50 mètres dans le flanc bâbord du navire. Les ponts inférieurs d'un paquebot moderne sont divisés en 7 compartiments étanches. Les bateaux sont conçus pour rester à flot, même si 2 des compartiments sont éventrés. Mais, comme si on revivait la tragédie du Titanic, ce ne sont pas 2, mais 3 compartiments qui sont éventrés. La brèche laisse aussi entrer l'eau dans la salle des machines. D'après ce que j'ai lu, ils se sont dit que c'était très grave. Ils ont commencé à virer vers la côte pour réduire la distance qui séparait le bateau de la terre ferme et faciliter le sauvetage. Il est 22 heures, le Concordia fait demi-tour et se dirige vers l'île de Giglio. Très vite après avoir heurté les rochers, il aurait été prudent que le capitaine commence à faire rassembler les passagers. Dans ces moments, chaque seconde peut faire la différence entre la vie et la mort. Les passagers ne sont pas informés de l'imminence d'une procédure d'urgence. Si vous pensez que votre coque a été percée et que le trou est relativement grand, vous devez rapidement songer à déclencher l'alarme, parce qu'il faut que les passagers rejoignent les zones de rassemblement le plus vite possible. Ian et Janice Donoff sont en voyage de noces. Alors qu'ils retournent vers leur suite sur le pont 6, ils s'inquiètent de voir le bateau s'incliner de plus en plus. On a vu des gens descendre les escaliers avec leurs gilets de sauvetage, parce que les ascenseurs étaient en panne. On s'est donc dit qu'on devait aller chercher nos gilets de sauvetage là où nous savions qu'ils se trouvaient et qu'on déciderait ce qu'on allait faire. À près de 150 km de là, sur la côte italienne, les gardes-côtes sont prévenus de la situation, mais pas par le capitaine. Nous avons reçu des informations sur ce qui se passait sur le bateau par des passagers eux-mêmes. Ils étaient inquiets parce qu'il y avait une panne de courant et ils ont commencé à appeler leurs familles, leurs amis, mais aussi la police. Nous avons immédiatement transmis cette information aux gardes-côtes de Livourne. Des centaines de passagers commencent à se rassembler sur le pont 4. Le chiediamo gentilmente di tornare alla vostra cabina o se desiderate essere in giro per il salone. Una volta che noi abbiamo finito di sistemare il problema che abbiamo elettrico, il problema elettrico del generatore, tutto sarà calma. Per quello che abbiamo questa luce d'emergenza, è tutto sotto controllo. Va bene? Se desiderate rimanere qui in piedi va bene pure, ma io vi chiedo gentilmente di andare in camera e essere tranquilli seduti. Mais la situation est loin d'être sous contrôle. Quand vous donnez des fausses informations aux gens ou quand vous leur cachez des informations fondamentales, cela ne peut mener qu'à la confusion et rendre les passagers trop sûrs d'eux.
Alors que le Concordia s'approche de l'île, il est très clair que le bateau est trop grand pour entrer dans le port. Les gardes-côtes appellent le navire. Buonasera, Forza Concordia. Cortesemente, avete dei problemi a bordo voi? Sì, affermativo, abbiamo un blackout a bordo e stiamo verificando le condizioni. Hanno ricevuto una telefonata di un parente di un marittimo che diceva durante il pranzo gli è cascato tutto in testa. No, negativo, abbiamo un blackout e stiamo verificando le condizioni a bordo. Affermativo, stand-by sul 16, vi teniamo informati. Nous avons appelé le capitaine du navire. Sa réponse a été qu'il y a eu une panne de courant à bord, mais que la situation était sous contrôle. Le bateau penche à présent de près de 20 degrés à bâbord. Finalement, le capitaine décide de déclencher l'alerte générale. Je ne pouvais pas le croire, c'était une alerte générale, ça ne semblait pas être un exercice. Nous sommes sortis de nos cabines en courant, nous devions prendre des stylos, ce qui était le moindre de nos soucis. Mais nous allions en avoir besoin parce qu'au lieu de rassemblement, en tant que danseurs, nous avions pour mission de faire l'appel pour l'équipage. Les passagers doivent à présent se rassembler sur le pont où se trouvent les canots. Mais ils n'ont pas tous eu l'occasion de faire un exercice de sécurité. Tout le monde courait dans tous les sens. Tout le monde disait « Mon Dieu, que se passe-t-il » Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je me souviens simplement du visage des membres de l'équipage, totalement choqués parce que personne ne s'y attendait. Il y avait un tel désordre, les gens avaient tous l'air d'avoir tellement peur. Amelia rejoint le pont 4 et les autres passagers qui attendent des instructions. Son petit ami est un des techniciens du bateau. Il revient de la salle des machines. Il a de mauvaises nouvelles. Il m'a dit « Amelia, c'est vraiment grave. On va devoir abandonner le navire, il est en train de couler. » C'est là que j'ai commencé à avoir peur. Mais évidemment, à ce moment-là, les passagers n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Une des danseuses, Rose Metcalf, rencontre un autre membre de l'équipage qui lui dit également des choses inquiétantes. Il m'a dit qu'il était allé dans la salle des machines et que la brèche s'étendait sur 3 compartiments. Il a vu le trou par lequel l'eau entrait. Il m'a dit qu'il était resté planté là jusqu'au moment où il avait de l'eau jusqu'à la taille. Mais tout le monde était d'accord qu'on ne pouvait plus rien y faire. Ce pont 0 était inondé, ce qui signifiait que le bateau était en train de couler. L'eau s'engouffre maintenant dans les ponts ouverts au public. Le lieu de rassemblement se trouvait de l'autre côté du bateau par rapport à ma cabine. Donc j'ai dû marcher pendant environ 20 minutes en tentant de me frayer un passage à travers la foule. Le sol était si glissant que je perdais tout le temps mes chaussures. J'étais tout le temps en train de tomber. À chaque fois que je me relevais, je disais aux passagers que tout allait bien, mais j'étais terrifiée. Les passagers ne s'en rendent pas encore compte, mais le navire va heurter le fond une seconde fois. Le bateau de croisière de 300 mètres de long vient se poser définitivement sur un récif. Au moment du choc, le bateau bascule violemment vers tribord. Il est 22h58. C'est alors que résonne l'appel qu'aucun passager d'un navire ne veut entendre. Nous avons entendu qu'il fallait abandonner le navire, ce qui a très vite fait peur à quelques personnes. Il y a eu immédiatement un vent de panique. Abandonner un navire peut être quelque chose de très dangereux. Monter à bord des canots de sauvetage, faire monter les passagers dans ces canots, descendre les embarcations, ce ne sont pas des choses qu'on fait à la légère. Les gardes-côtes envoient 2 hélicoptères de sauvetage sur place. Le temps de vol estimé jusqu'au Concordia est de 50 minutes. La panne de courant dans le bateau ne fait que rendre les choses plus terrifiantes encore. Tout le monde paniquait.
Il faisait complètement noir. Il y avait des cris, tout le monde criait. C'était vraiment comme dans Titanic. Ça ressemblait tout à fait à ce qu'on a vu dans ce film. La panique a commencé quand ils ont ouvert les portes pour atteindre les canots de sauvetage. Entre-temps, le bateau s'était penché encore plus fort dans la direction opposée. Et donc, de notre côté, le côté qui était vers le haut, l'inclinaison commença à devenir très forte. Des centaines de personnes s'entassent dans les canots. Les gens se poussaient sans ménagement. Des mamans jetaient leurs bébés dans les bras de mon petit ami. À un moment donné, il avait 3 bébés dans ses bras, il ne savait pas où les mettre. Le canot de sauvetage d'Amelia atteint la mer. Elle est enfin en sécurité. On a regardé derrière nous et on avait l'impression que l'eau avait inondé toutes les cabines, qu'elles avaient toutes disparu sous l'eau. On s'est dit, mon Dieu, c'est abominable. Des milliers de personnes sont toujours à bord. Du côté tribord, les retraités Derek et Vif sont presque arrivés à leur canot de sauvetage. Mais ils vont avoir une très mauvaise surprise. Ils empêchaient les personnes de monter. Vous savez, les gens étaient écrasés contre les barrières. Ils tentaient d'entrer alors qu'on leur disait « Non, on est complet ». À un moment donné, quelqu'un m'a dit quelque chose dans le genre « Essayez l'autre côté ». L'autre côté, je ne sais pas, était à 50 mètres, peut-être plus. Et nous étions à présent en train de marcher sur un pont, penché comme ça. Sans la moindre assistance, Derek et Vif traversent le plus vite possible ce bateau qui s'incline de plus en plus. Et ils parviennent à atteindre le côté opposé du Concordia. Mais c'était la même chose là-bas, les canots étaient pleins. Tous complets, pas de place. Vous avancez tout le long du bateau et non, ils sont tous pleins. Tous les canots de sauvetage étaient partis. Il ne restait que des morceaux de corde qui pendaient. Nous nous sommes dit que nous avions eu une très belle vie. Mettre à l'eau des canots de sauvetage sur un bateau qui penche autant est extrêmement difficile. Ces embarcations sont conçues pour pouvoir descendre jusqu'à un angle de 20 degrés. Si le navire penche encore plus, faire descendre les canots jusqu'à la mer peut devenir impossible. Les jeunes mariés Yann et Janice ont réussi à embarquer dans un canot à tribord, le côté le plus haut. Tout le monde se bousculait pour monter dans les canots. Nous sommes arrivés à le faire. Alors ils ont essayé de nous en faire sortir, mais ils n'y sont pas arrivés. Ils ont tenté d'utiliser les rames pour éloigner le canot de la coque du navire, mais ce n'était pas possible. Kirsty est horrifiée par cette évacuation. Nous descendions et parce que nous étions tellement inclinés, on se balançait comme ça. Il continuait à faire descendre le canot et tout le monde disait « Remontez-le, remontez-le » et puis il a heurté la balustrade du pont. Avec tous les gens qui avaient là-dedans, on entendait les cris et le bruit du choc, c'était tout simplement abominable. Je m'en souviendrai toujours. J'étais terrifiée. Et finalement, ils nous ont dit qu'on devait ressortir. Ian et Janice remontent sur le Concordia, occupés à couler. Le bateau était fort penché. Quand je suis sortie, je n'arrivais pas à marcher droit. C'est alors que j'ai entendu ce bruit de craquement, parce qu'en fait, le bateau basculait encore plus. Nous ne savions que faire. Les gens téléphonaient chez eux pour dire à leurs proches qu'ils les aimaient, au cas où ils ne les verraient plus jamais. J'ai pensé à ce moment-là que c'était comme Titanic, mais je me suis dit que je n'étais pas dans un film, que c'était la réalité. Le danseur James Thomas a passé son temps à aider les passagers à monter dans les canots de sauvetage. Il embarque maintenant lui-même à son tour.
Quand je suis finalement monté dans le canot, j'ai regardé vers le bateau. Et ça m'a fait très mal en pensant que ça avait été l'endroit où j'avais vécu pendant 5 mois et que ma vie, tout était là. Et je le voyais lentement s'enfoncer dans l'eau et disparaître. Ça fait mal au cœur, mais... Sur le pont 4, Kirsty et Joe tentent toujours de se sauver. Mais le bateau bascule de plus en plus vers la mer, les empêchant d'atteindre les canots de secours de l'équipage. Je me souviens avoir entendu un des types dire « Regarde la lune !» Et on a tous regardé parce qu'en basculant, le bateau commençait à cacher la lune. Elle disparaissait derrière, comme si la lune se retrouvait en dessous du bateau. L'escalier à droite commençait à se remplir d'eau et dire qu'on était déjà sur le 3e pont. Et puis j'étais comme envoûtée par cette eau tellement bleue. Je me contentais de la regarder tout envahir en me disant « Waouh, c'est joli !» Ça s'enfonçait de plus en plus et je me disais « Bon d'accord, je vais mourir ». J'étais convaincu que j'allais mourir. Je me disais « Voilà, c'est fini ». Il est 23h30. 2 hélicoptères de sauvetage des gardes-côtes s'approchent de l'île de Giglio à la recherche du Costa Concordia en détresse. Ce qui va suivre est l'enregistrement de la conversation entre les 2 pilotes. Les images sont prises par les caméras infrarouges des hélicoptères. Vai a sinistra, sinistra, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Guarda un po' quali che cos'è? Alberto! No, non era quella, scusa. Più grossa ancora. Au début, on s'attendait à voir un bateau incliné de quelques degrés, toujours en train de naviguer avec les lumières allumées. Mais on avait beau s'approcher, on ne voyait rien. Sarà qua dietro, perché... Sarà là dietro, sì. È questa! Guarda dov'è? Eccola qui! Picchia affondata! Porco cane! À l'intérieur du Concordia, des centaines de passagers bloqués cherchent toujours une issue. Mais plus aucun canot de sauvetage n'est utilisable. Les gens glissaient et tombaient partout, c'était fou, c'était épouvantable. L'évacuation des passagers n'est apparemment pas coordonnée. La pire chose qui puisse arriver aux passagers à bord, c'est qu'ils perdent confiance dans les personnes chargées de gérer l'évacuation. Les personnes responsables de l'évacuation doivent être visibles et donner l'impression de contrôler la situation, d'avoir à leur disposition les informations qui permettront d'aider les passagers. Le navire penche maintenant très fort à tribord. Joe et Kirsty, les danseurs, se trouvent à l'arrière, où ils ne peuvent que regarder l'eau monter sans cesse. Je disais s'il vous plaît, je ne suis pas prête à mourir. Ils décident ensemble que la seule façon d'en sortir, c'est de sauter. J'étais assez haut dans le bateau, et maintenant je me retrouvais au niveau de l'eau. Et je me souviens l'avoir regardé. C'est vraiment terrible, c'est comme chacun regarde l'autre en disant « Fais attention à toi, je t'aime, fais attention ». Je me disais « Je vais mourir ». Mais ma pire crainte vis-à-vis de la mort, c'était de ne pas savoir comment j'allais partir. Je me disais « Je veux bien y aller. Joe, cette fois, tu ne vas pas t'en sortir ». On s'est tous regardés en se disant que c'en était fini. J'ai sauté et je me suis mis à nager comme un fou. Je l'ai vu sauter et je l'ai suivi. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai couru et j'ai sauté. C'était absolument glacial, mais c'était le dernier de mes soucis. Je n'y ai même pas pensé. Je me demandais simplement ce qu'il pouvait y avoir sous l'eau, parce que j'ai une telle peur de la mer, et j'étais en train de nager. J'étais comme en train de mourir, je priais, et j'attendais que ça arrive. C'était tellement dur de nager, et puis j'avais mon téléphone et mon sac dans une de mes mains. Je me raccrochais à eux parce que je ne voulais pas les perdre.
Les gens criaient « Ne vous retournez pas !» Mais j'étais tellement crevé que j'ai dû continuer à nager sur le dos. Et j'ai alors vu ces lumières, elles étaient comme celles du Titanic. Et puis il y avait ce bruit typique, cette résonance de tout cet acier qui se déchire. Je pense que je n'oublierai jamais ce bruit. Il leur faut 20 minutes pour atteindre les premiers rochers de l'île. J'ai commencé à en escalader un. J'ai glissé, je me suis dit, je ne replonge pas dans cette eau, il n'en est pas question. Alors j'ai commencé à remonter. Il y avait une villageoise qui était venue aider les gens à sortir de l'eau. Elle m'a pris par la main et elle m'a aidé à remonter. Le couple de retraités, Derek et Viv Ebbage, sont aussi du côté tribord du Concordia. Tous les canots sont partis. L'eau atteignait désormais le pont 3 à cause de l'inclinaison du bateau. Je ne parvenais plus à voir que ça. C'est alors qu'à notre plus grand étonnement et pour notre plus grand bonheur, un canot a fait demi-tour. Dans leur précipitation pour embarquer dans le canot, Derek et Viv sont séparés. Je me suis glissé dedans. Viv était plusieurs mètres en avant et je ne parvenais pas à la voir. Je pense que ça a été la chose la plus effrayante parce que je me disais, où est-elle maintenant? Est-elle montée dedans? Je ne savais pas si Viv était dans ce canot ou peut-être dans un autre, à côté de nous, ou alors... Dans la mer. Elle avait peut-être glissé dans l'eau. Normalement, je ne l'autorise pas à faire ce genre de choses toute seule. J'étais bien là, un peu à l'écart, et je pensais... Je me demande où est Derek. J'espère qu'il est sur ce canot. Et puis une voix a crié « Vive !» comme il le fait. Je me suis retournée et il était là. J'ai réussi à la repérer tout au bout, à l'arrière du bateau. J'ai juste vu ses cheveux blancs. Ça avait de quoi donner le mal de mer, mais au moins, on allait être en sécurité. Du côté bâbord, vers la proue du Concordia, Rose, la danseuse, a réussi à grimper jusqu'au point le plus élevé du bateau. Il y avait un endroit là où il y avait des fenêtres et je grimpais à main nue avec juste mes doigts pour porter tout le poids de mon corps. Je devais... Je ne pouvais pas tomber. J'aurais été tuée sur le coup. J'ai donc réussi à me déplacer vers un endroit où je pouvais être secourue. Alors qu'on attendait, on a entendu des hélicoptères, mais il est très vite devenu clair qu'ils ne parvenaient pas à nous trouver. Ils ont tourné autour pendant très longtemps, au moins plus d'une heure, avant que je puisse voir leurs phares dirigés vers des gilets de sauvetage qui flottaient dans l'eau. Mes collègues ont remarqué qu'il y avait 2 lampes, 2 flashs près de la proue, presque à côté du poste de commande. Nous avons en fait trouvé 2 personnes qui étaient bloquées sous le poste de commande, sans pouvoir en sortir. Les 2 commandants d'hélicoptère ont décidé entre eux que je serais celui qui descendrait. L'homme est descendu, j'ai enlevé mon gilet de sauvetage et il a mis une boucle sous mes bras. Pour la remontée, je lui ai mis ce harnais qu'on appelle le collier de cheval sous ses bras, autour de son dos, et ensuite je l'ai fermement attaché. Pendant que je remontais vers l'hélicoptère avec le treuil, à un moment j'ai regardé vers le bas et j'ai réalisé à quel point j'étais sauvée. Je m'accrochais à cet homme et lui aussi avait les jambes enroulées autour de moi pour bien me tenir au-dessus de ce bateau en train de couler. Il est 1h46 du matin. 4 heures se sont écoulées depuis que le Concordia a heurté le premier rocher et des centaines de passagers sont toujours à bord. 150 km plus au nord, à Livourne, les gardes-côtes appellent le capitaine Schettino par radio. Mais Schettino n'est pas sur le pont, il est sur un canot de sauvetage. Senta, io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante? Sì, buonasera, comandante Falco. Mi dica il suo nome, per favore. Il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. Ascolti Schettino, ci sono persone intrappolate a bordo, adesso lei va con la sua scialuppa. Sotto la prua della nave, lato dritto, c'è una biscaggina. Lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave.
va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono. Le è chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino. Allora, comandante, le dico una cosa. Parli a voce alta. Allora, la nave adesso, io sono qua di fronte... Comandante, parli a voce più alta, metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta. Chiaro? Fallo venire un attimo, fallo venire qua. Comandante, allora, in questo momento la nave è inclinata. Ho capito. C'è gente, ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo, chiaro? Mi dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza e me ne dice il numero di ciascuna di queste categorie. È chiaro? Guardi Schettino che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, le faccio passare l'anima dei guai. Vado a bordo. Pendant toute ma carrière en mer, je n'ai jamais entendu une personne parler de cette façon à un capitaine. Mais je pense que le type des gardes-côtes s'est rendu compte que le capitaine était peut-être sur le point de craquer. La pression, la tension était telle qu'il fallait lui parler d'une manière extrêmement ferme et positive pour le faire réagir. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vado a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, non mi sto rifiutando. Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante? No, ci sto andando. E mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine. Lei non deve fare altre valutazioni. Lei ha dichiarato l'abbandono nave. Adesso comando io. Lei vada a bordo. È chiaro? Comandante. Non mi sente? Sto andando a bordo. Vada. Mi chiami immediatamente da bordo, c'è il mio aerosoccorritore lì. Dove sta il tuo soccorritore? Il mio soccorritore sta a prua. Avanti. Okay. Ci sono già dei cadaveri, Schettino. Avanti. Quanti cadaveri ci sono? Non lo so, uno l'ho sentito. Me lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo. Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla? E che vuole tornare a casa, Schettino? È buio, vuole tornare a casa? Salga sulla prua della nave tramite la biscaggina e mi dica cosa si può fare, quante persone ci sono e che bisogno hanno. Ora! Rien ne prouve que le capitaine Schettino ait tenté de remonter à bord du Concordia. Dans les petites heures de la matinée, après sa conversation avec le garde-côte, il prend un taxi jusqu'à un hôtel où il va donner cette interview à une équipe de télévision italienne. Si dice che il comandante sia l'ultimo a lasciare la nave. Com'è andata, comandante? Siamo stati gli ultimi ad abbandonare la nave. Bisogna anche in un momento particolare avere il potere decisionale e capire con freddezza qual è l'alternativa migliore. Come infatti credo che quasi tutti sono stati tratti in salvo. Mais sur le navire, des centaines de passagers risquent toujours leur vie. Parmi eux, Ian et Janice Donoff. Les gens poussaient et poussaient devant nous. Ils s'accrochaient à la vie. Ian m'a dit, si le bateau coule, nous ne survivrons pas. Il est 4h35 du matin. Échoué sur un récif, le Costa Concordia est presque complètement à l'horizontale. Et Ian et Janice Donoff sont toujours prisonniers à l'intérieur. Quelqu'un a trouvé l'échelle d'un électricien et l'a placée de manière à atteindre le plus grand des hublots qui se trouvait du côté extérieur du couloir. Mais c'était comme s'il se trouvait au plafond, à quelques mètres au-dessus de nous. Et si quelqu'un n'avait pas trouvé cette échelle, je pense que nous n'aurions eu aucune chance de nous en sortir. Quand nous sommes arrivés sur la coque, il y avait déjà une échelle de corde et les gens l'utilisaient pour descendre. Nous étions à une hauteur d'environ 5 étages quand nous avons commencé à descendre. Et c'est stupéfiant de voir que dans ces moments-là, les gens ne glissent pas, ne tombent pas. C'était absolument incroyable.
En arrivant au bas de l'échelle, Ils vous hissaient littéralement dedans. Ils attrapaient vos jambes et vous mettaient dedans. ils prenaient une jambe puis l'autre et d'un coup ils vous tiraient pour vous déposer dans leur canot. À l'aube, les premières lueurs du jour permettent aux équipes de secours d'entrer dans le Costa Concordia. Dans l'espoir que certains passagers et membres de l'équipage soient toujours en vie dans une poche d'air quelque part sous l'eau, des plongeurs s'apprêtent à explorer la partie engloutie du navire. Le chaos à l'intérieur était inimaginable. Il y avait des objets éparpillés partout. Cela rend les choses très difficiles. Tous ces débris s'entassent dans les endroits où vous devez passer. On est arrivé à un endroit où il y avait beaucoup de sang. On cherchait des corps. Ce n'est pas agréable, mais nous y sommes habitués, c'est notre boulot. Personnellement, quand je trouve un corps sous l'eau, je me dis qu'il est seulement en train de dormir. Le capitaine Francesco Schettino est arrêté. Son employeur, les croisières Costa, rejette immédiatement sur lui toute la responsabilité de la tragédie. Dans ce cas particulier, le capitaine a décidé de modifier la route. Les avocats de Schettino rejettent quant à eux la responsabilité sur Costa. Ils affirment que la compagnie lui a demandé de modifier sa route pour faire un salut devant l'île, une sorte de manœuvre publicitaire. Il faudra des mois pour que l'enquête officielle aboutisse à une conclusion. Mais cette catastrophe amène déjà à se poser plusieurs questions fondamentales. En regardant le déroulement des événements, on voit que des erreurs ont été commises, les unes après les autres. D'abord, il n'a pas suivi une route correcte. Si le capitaine Schettino avait suivi sa route, le navire n'aurait pas heurté un rocher dans des eaux peu profondes. Et puis il y a les canaux de sauvetage. Même s'il y en avait suffisamment pour permettre à tout le monde de quitter le Costa Concordia, l'angle du navire était tel que beaucoup d'entre eux sont devenus inutilisables. Le principe de faire descendre un canot de sauvetage dans l'eau est utilisé depuis plus d'1 siècle. Les canaux de sauvetage sont devenus plus grands. On peut y mettre plus de personnes. Ils sont plus robustes. Mais je pense qu'on doit réfléchir différemment à la question. Trouver une autre façon, d'autres moyens pour faire sortir les gens en toute sécurité. Et la conception du navire n'est pas le seul problème auquel il faut s'intéresser. Je trouve ça très agaçant quand les gens qui doivent diriger et contrôler ces situations d'urgence ont l'impression que le fait d'informer les passagers va les faire paniquer. Toutes les recherches menées depuis 20 ans ont montré que dans des situations d'urgence, dire la vérité, donner une information suffisante aux gens, c'est absolument essentiel. La réglementation laisse 24 heures pour organiser un exercice d'évacuation. Cette règle a plus d'une fois suscité la polémique. L'exercice de rassemblement doit être organisé avant que le bateau ne quitte le port. C'est une évidence. Ça doit absolument être fait. Avoir des gens à bord d'un bateau dans une situation d'urgence alors qu'ils n'ont pas fait cet exercice, c'est courir à la catastrophe. Le nombre de morts sur le Concordia s'élève aujourd'hui à 17, mais 15 personnes sont toujours portées disparues. Les discussions sur la sécurité continuent. Avec le temps, des leçons seront tirées. Mais ce que personne ne peut nier, c'est le coût humain de cette tragédie. Je veux juste retrouver la terre ferme. Je veux juste retrouver l'Angleterre et ne plus la quitter. J'ai essayé de savoir si tout le monde allait bien, si personne n'était blessé ou disparu. Et malheureusement, un de nos copains musiciens, un membre de la troupe, est toujours porté disparu.
Et puis un autre de nos camarades, un violoniste hongrois aussi, membre de la troupe, fait partie des morts. Je veux simplement retrouver mon train-train quotidien, en espérant que ça ira, que je pourrai avoir une vie normale, sans me mettre à pleurer tout le temps. Ça fait peur. Vous vous dites que la vie est trop courte, que vous devez faire tout ce que vous avez envie, quand vous le voulez, parce que la vie peut simplement s'arrêter.